Chers élèves, salam alaikum. Aujourd'hui, on va entamer la première leçon d'économie, organisation administrative des entreprises. Cette leçon est destinée exclusivement aux élèves de terminale de sciences et gestion comptable et elle s'intitule « La fonction approvisionnement ». À prime abord, on peut se poser la question « Qu'est-ce que s'approvisionner ?» Eh bien, pour l'entreprise, il s'agit simplement de se procurer un certain nombre de biens et de services dans le but d'assurer son activité. En premier lieu, l'entreprise a des choix. Soit qu'elle assume elle-même cette fonction, soit qu'elle recourt à un sous-traitant, soit, et c'est le cas de notre leçon, recourir à des fournisseurs. Si l'entreprise opte pour ce troisième choix, eh bien, elle va s'approvisionner auprès d'un tiers. Donc, en premier lieu, elle va déterminer ses besoins, essayer de trouver les fournisseurs, le ou les fournisseurs qui répondent à ses besoins. Une fois ce fournisseur déniché, elle va bien entendu s'occuper d'acheminer la marchandise vers l'entreprise, marchandises ou matières ou produits qui seront entreposés dans un entrepôt. On va d'abord définir cette notion d'approvisionnement. La fonction approvisionnement fait partie de la fonction logistique. Logistique qui signifie en fait l'acheminement des flux physiques, produits, matières, etc., mais en même temps le suivi de l'information au sein de l'entreprise. Cette fonction est partagée en réalité entre deux sous-fonctions, l'achat et le stockage. La mission de la fonction approvisionnement est d'abord procurer à l'entreprise les biens et les services nécessaires pour assurer son fonctionnement et satisfaire ses clients. L'objectif général de cette fonction, c'est procurer à l'entreprise au moment voulu, en quantité voulue, en qualité voulue, au moindre coût, dans les meilleures des conditions de vente, ce dont elle a besoin en biens et services. Les rôles de cette fonction sont d'abord l'achat, c'est-à-dire assurer les commandes des produits, entretenir des relations qui peuvent aller jusqu'au partenariat avec les fournisseurs, fidéliser ses fournisseurs, etc. Ensuite, il s'agit de gérer les stocks et là, il s'agit de l'organisation des flux de produits. L'approvisionnement, en réalité, est influencé par les modes de production de l'entreprise et il en existe deux. On trouve d'abord le mode de production à la commande et ensuite le mode de production pour le stock. Dans le cadre du mode de production à la commande, l'approvisionnement est engagé à partir d'une demande précise. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la première image, s'il s'agit par exemple d'une entreprise qui produit des chaussures, eh bien, ça sera des chaussures par exemple orthopédiques qui ont des spécificités qui répondent donc à des caractéristiques bien particulières. Et ça sera bien sûr, dans ce cas-là, la commande. Dans le cadre du mode de production pour le stock, l'approvisionnement est déclenché par anticipation de la demande et généralement, c'est la production en série qui répond à des besoins plutôt standards. Alors, on revient à la principale sous-fonction, la fonction achat. Qu'est-ce que l'achat? C'est d'abord une opération commerciale qui consiste à procurer à l'entreprise les matières, les fournitures, si l'entreprise est industrielle, ou encore les marchandises, si celle-ci est commerciale, dont elle a besoin
au meilleur coût et dans les délais programmés. Quels sont les objectifs de l'achat? Premièrement, la qualité. La qualité est un objectif extrême dans le sens où, surtout aujourd'hui, où l'on est dans un contexte de mondialisation, de concurrence intense, on se bat bien sûr à la fois sur la réduction des coûts de production, mais à un certain niveau de qualité. Deuxième objectif important pour l'entreprise, c'est la continuité. Il est hors de question pour l'entreprise de souffrir de ce qu'on appelle un arrêt de l'activité faute d'approvisionnement. La flexibilité, elle concerne à la fois, bien sûr, l'entreprise qui doit s'adapter de façon continuelle à la demande sur le marché, mais aussi ça concerne, bien sûr, le fournisseur parce que si la demande est très changeante et elle peut augmenter de façon imprévisible, comme elle peut baisser évidemment, eh bien on doit être en relation avec un fournisseur qui a cette capacité de s'adapter aussi au changement des commandes en provenance de ses clients. Les délais, bien entendu, le délai est important dans le sens où le non-respect des délais risque bien sûr de faire perdre un petit peu la crédibilité de l'entreprise et donc de faire baisser son chiffre d'affaires et de lui faire même perdre certains clients. La sécurité, il s'agit bien sûr ici d'éviter absolument la rupture de stock. Et enfin, le coût qui est automatiquement lié à la qualité parce que de toute façon, l'objectif de l'entreprise, de façon générale, c'est l'efficacité et ça se joue toujours entre ces deux éléments, comment réduire à l'extrême les coûts de production et comment effectivement aussi présenter quand même un produit au moindre coût mais à une qualité relativement élevée. Alors maintenant, on reste toujours dans le cadre de l'achat, on va examiner les différentes étapes de cette opération qui est l'achat. Première étape, l'expression du besoin, qui doit être très précise. La recherche des fournisseurs, ensuite la sélection des fournisseurs, la passation de la commande et le suivi et le contrôle. On revient à la première étape, l'expression du besoin. La demande d'achat peut émaner de plusieurs endroits, soit des services utilisateurs, ateliers, départements, etc. Services achats pour des achats réguliers et centralisés, ou encore du magasin en cas de baisse du niveau du stock. La définition du produit, donc quand on exprime bien sûr le besoin, il s'agit de déterminer le produit commandé avec ses caractéristiques principales, la détermination des quantités nécessaires, la fixation des délais et des conditions de livraison. Deuxième étape, la recherche des fournisseurs. Étape importante. Pourquoi? Eh bien simplement parce que quand on a trouvé la perle rare, qui est le fournisseur qui répond à toutes les caractéristiques que l'on souhaite, dans cette hantise de réduire les coûts de production, un des coûts sur lequel qu'on peut vraiment comprimer, c'est le niveau des approvisionnements et surtout au niveau beaucoup plus des matières et des produits, au niveau des services achetés de l'extérieur. Alors, dans le cadre de cette recherche, on va d'abord on a la possibilité de recourir à plusieurs techniques ou plusieurs moyens. Premier moyen, consultation des catalogues et des clients des fournisseurs. Deuxième moyen, visite des salons, foires, showrooms. Et là, on peut rencontrer carrément directement les futurs fournisseurs. Consultation des sites Internet, ça permet quand même un large spectre. On peut avoir un choix beaucoup plus large. Et enfin, s'il s'agit de marchés très importants ou de commandes très importantes, l'appel d'offres. L'étape 3, la sélection des fournisseurs. Alors, en fonction de quels critères va-t-on sélectionner les fournisseurs?
Ces critères sont très nombreux. Ils dépendent bien sûr de l'activité de l'entreprise. Ils dépendent aussi des choix stratégiques de l'entreprise. On commence bien sûr par le premier critère, le prix, donc le moindre prix. Les conditions de paiement, surtout les facilités de paiement, les conditions de livraison, et enfin, la qualité des biens et services. On peut y ajouter d'autres critères tels que, par exemple, on peut opter pour un fournisseur qui est plutôt situé dans la région, par exemple. Alors, on passe à une petite application qui va nous permettre un petit peu d'étayer tout ce que nous venons de dire. Donc, on vous présente les critères de choix des fournisseurs par niveau d'importance selon un auteur, Dickson. Critères à importance extrême ou grande. En premier lieu, la qualité. Grande importance, la livraison, les performances passées, les garanties présentées, la capacité de production bien sûr du fournisseur, les prix, compétences techniques et situation financière du fournisseur. Critères à importance moyenne ou faible. On peut lister les éléments suivants: système de communication, réputation du fournisseur, intérêt manifesté, service après-vente, attitude du vendeur, impression faite par le vendeur, conditionnement, suivi du dossier client, localisation géographique, importance des affaires passées et formation proposée éventuellement. Un critère qui est faible, accord de réciprocité, rappelons-le, cette classification est faite selon un auteur, Dickson. Alors on peut simplement se poser un certain nombre de questions. Première question, pourquoi la capacité de production a une grande importance selon Dickson? Eh bien, à y réfléchir, simplement parce qu'un fournisseur qui a une importante capacité de production peut assurer la régularité des livraisons, la régularité en temps et en quantité. Répondre aussi à des commandes exceptionnelles, surtout que les marchés sont très changeants et sont très tumultueux. Donc, une caractéristique comme celle-ci est très appréciée par les entreprises. Question numéro 2. Pourquoi la situation financière a également une grande importance selon Dickson? Eh bien, parce que d'abord, une bonne situation financière du fournisseur va permettre à l'entreprise cliente d'éviter les ruptures de livraison et donc la perte des acomptes versés. Question numéro 3. Pourquoi les accords de réciprocité ont une si faible importance selon Dickson? Eh bien, simplement parce qu'ils sont jugés de la manière suivante: un bon client peut ne pas être ou peut s'avérer ne pas être un bon fournisseur. Nous passons maintenant à l'étape numéro 4, la passation de la commande. Alors, elle peut se faire par divers moyens: le contact direct, par téléphone, par fax, par Internet ou autre. Elle peut se faire aussi par la lettre de commande ou, de manière encore plus précise que la lettre, le bon et le bulletin de commande. Étape numéro 5. En quoi consiste le suivi et le contrôle? Bien, il consiste d'abord à vérifier la conformité des produits livrés aux normes de la commande. Ensuite, vérifier l'état des articles livrés, s'ils sont défectueux ou non, s'ils sont en bon état ou non. Troisièmement, effectuer le contrôle qualitatif, donc voir ou vérifier si la qualité des produits recommandés répond bien et est satisfaisante. Et là, on a soit un lot, et donc on vérifie tous les produits, un lot limité, soit il s'agit d'une livraison en grande quantité, et là, on est acculé à recourir à ce qu'on appelle un échantillon, l'étude d'un échantillon. Vérification des documents reçus. Bon, ça c'est la vérification administrative, bon d'expédition, facture, est-ce qu'on a reçu la bonne marchandise avec la quantité voulue, au prix voulu, etc.
Et enfin, la mise en stock des articles reçus qui vont être stockés soit dans des entrepôts, soit dans des endroits spécifiques si le produit est de nature spécifique. Et on passe à la place de l'achat dans l'organigramme de l'entreprise pour montrer l'importance de cette fonction achat. Alors, la direction des approvisionnements est rattachée à la direction générale, d'où toute son importance, et elle peut se subdiviser entre 3 éléments, service achat, magasin et gestion de stock. Alors, on va voir un petit peu l'évolution de cette fonction dans le temps. Aujourd'hui, on parle beaucoup du partenariat acheteur-fournisseur qui peut même donner lieu à carrément un contrat signé entre l'acheteur et le fournisseur. C'est une relation durable d'interdépendance entre l'entreprise et son fournisseur. Elle est appelée relation win-win ou encore gagnant-gagnant et elle doit impliquer la mise en œuvre de relations suivies avec un nombre limité de fournisseurs, une interaction étroite entre les services de production, d'ingénierie et de conception des acheteurs et fournisseurs, et la proximité géographique du fournisseur. On se doute bien que cette relation, elle est basée sur un fait, rechercher des effets de synergie qui vont, d'où l'appellation gagnant-gagnant, qui vont bénéficier à la fois à l'acheteur et au fournisseur en termes de coût, évidemment, en premier lieu, et ensuite en termes de qualité de service. La recherche de l'innovation dans l'approvisionnement. Là aussi, ça fait partie des éléments récents. Cette recherche consiste à encourager les activités innovatrices des fournisseurs, par exemple le e-approvisionnement, ou encore à détecter les fournisseurs qui sont à la pointe de la technologie. Et voilà tout ce qu'on peut dire sur cette sous-fonction achat. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la fonction approvisionnement, à savoir la gestion des stocks. Qu'est-ce que la gestion des stocks? C'est une opération qui consiste à satisfaire dans les délais requis et au moindre coût la demande des services utilisateurs ou des clients de l'entreprise. Elle permet de répondre aux besoins de précaution et de prévision en permettant la constitution de stocks de matières, fournitures et marchandises nécessaires au bon déroulement de l'activité de l'entreprise. Alors, on s'en doute bien, à partir de cette définition, la gestion de stock est en fait 2 choses à la fois. Comment ne pas souffrir d'une rupture de stock, et donc de respecter les délais de production, etc. Et comment réduire au minimum les coûts de stockage. Donc, on va entamer la réponse à la deuxième question. Coûts liés à la gestion des stocks. D'abord, le coût d'approvisionnement ou d'acquisition d'une commande, coûts administratifs et frais de contrôle. Ça comprend évidemment toute la paperasserie, les salaires, etc. Deuxième coût, le coût de possession. Donc le capital investi, oui, c'est de l'argent qui est cristallisé dans une marchandise qu'on aurait pu, bien entendu, investir autrement. Magasinage, détérioration des articles en stock, obsolescence, etc. Troisième coût, coût de gestion matérielle. L'entretien des locaux, les frais de fonctionnement, les salaires des magasiniers, etc. Coût de rupture de stock, et celui-là, il peut être assez important, même si c'est un coût caché, c'est tous les problèmes liés à la clientèle, aux réclamations, à la perte de certains clients, etc. Objectif de la gestion des stocks. Alors, premier objectif, il est d'abord financier. Comme on vient de le voir, il s'agit de s'atteler à réduire au minimum tous les coûts que je viens de citer il y a quelques secondes. Alors, minimiser les coûts liés au stock en diminuant les coûts de possession et les coûts de gestion matérielle. Deuxième objectif très important aussi, de sécurité, éviter les ruptures de stock
qui sont source de l'arrêt de la production, de la baisse du chiffre d'affaires et de l'insatisfaction des clients. Et rappelons-le, cela se traduit aussi par des coûts financiers importants. Alors, question 1. Comment évaluer le coût du capital investi dans les stocks? On peut évaluer ce coût par la valeur des capitaux immobilisés dans le financement des stocks. C'est le manque, ça correspond au manque à gagner, correspondant lui-même au revenu que procurerait cette somme investie à l'extérieur de l'entreprise. Autrement dit, on se pose la question. On a investi tant dans une marchandise, cette marchandise est aux entrepôts et il y a un certain nombre de jours qui s'écoulent, on n'utilise pas cette marchandise, alors qu'on aurait pu investir en plaçant cet argent, soit en achetant des titres, soit dans d'autres choses, et donc faire fructifier cet argent. C'est ce manque à gagner qu'on appelle justement le coût du capital investi. Question 2. Comment évaluer le coût de possession? On peut concrétiser la réponse à cette question par un exemple de micro-ordinateur. Un stock de micro-ordinateurs a un coût de possession, par exemple, plus élevé qu'un stock de papier. Pourquoi? Eh bien simplement parce que son coût d'obsolescence est très élevé compte tenu du progrès technique plus rapide dans le domaine de la production des ordinateurs et parce que aussi son coût du capital investi est beaucoup plus important. Question 3. Pour quelle raison ce coût est-il variable? Eh bien, le coût de la passation d'une commande est variable de façon générale parce que la commande varie elle-même selon l'importance de l'entreprise, coût administratif plus élevé pour les grandes entreprises, mais aussi selon la nature des produits achetés qui nécessitent peut-être des frais de contrôle beaucoup plus importants. Question numéro 4. Comment sont-ils réalisés? Comment les contrôles quantitatifs et qualitatifs sont-ils réalisés? Les contrôles quantitatifs des commandes sont réalisés par comptage, pesage, etc. Les contrôles qualitatifs sont réalisés par des contrôles de conformité, de qualité, composition, taille, résistance. On passe maintenant à la gestion matérielle des stocks. Alors, gérer les stocks, qu'on appelle aussi la gestion physique des stocks, d'abord les réceptionner, première étape donc la réception, ensuite le rangement dans des étalages spécifiés pour cela, conservation, et la conservation ça peut être plus ou moins coûteux selon la nature du produit, ou encore, et par la suite, la sortie des stocks. Nouvelle technique de gestion des stocks. Le stock zéro. Le stock zéro est une nouvelle technique de gestion des stocks qui consiste à ne commander que ce qui est strictement nécessaire à l'activité de l'entreprise pour éviter les coûts inutiles. Alors évidemment, c'est un immense avantage, mais malheureusement, pour celui qui ne sait pas le manipuler, peut se traduire par une rupture de stock et donc par des coûts beaucoup plus importants. Cette méthode japonaise quand même a fait un petit peu ses preuves, surtout au Japon, et ça permet effectivement de comprimer les coûts à l'extrême. Le juste à temps, ou le JAT, est une technique de gestion de stock qui vise à réduire les délais, d'abord entre l'approvisionnement et la production, ensuite entre les différentes étapes du processus de production, surtout si elles sont nombreuses dans certaines activités industrielles, et à la fin entre les commandes des clients et la production. Le JAT est le plus souvent associé à la gestion de la production en flux tendu. Et on va là aussi recourir à une petite application afin d'étayer
ce que nous venons de faire visionner. Le garage Fawzi et frères décide de commander 2 clés pipe professionnelles et un cric. Il dispose des conditions de vente de 3 fournisseurs, Azam, Culas et 8 Outillor. Voir le tableau suivant. Alors, donc, on voit bien ici les critères de choix de cette entreprise. A priori, d'abord, les prix, avec, bien sûr, les réductions proposées et en même temps les majorations, les délais et les conditions de règlement. Donc, nous avons 3 choix différents d'un fournisseur à l'autre. La question est la suivante. D'après le tableau précédent, quel fournisseur retiendrez-vous en tenant compte des critères coûts et délais? Donc, ce qui intéresse, délai de livraison, ce qui intéresse particulièrement cette entreprise, c'est d'abord les critères de coût, c'est-à-dire le montant, finalement, le montant définitif, et le délai de livraison. Alors, donc, d'après ce que nous avons vu au tableau, Outillor, il offre un montant hors taxe, le montant hors taxe le plus bas et le délai de livraison le plus court en même temps. Donc, c'est celui-là qu'on choisira selon les critères de cette entreprise. Deuxième question. Si d'autres critères de sélection du fournisseur qui n'apparaissent pas dans ce tableau et qui pourraient faire changer d'avis. Et ça nous montre en fait que ces critères, finalement, elles dépendent de l'entreprise et des choix de l'entreprise. Eh bien, on peut par exemple préférer les garanties ou les services après-vente et peut-être, en fonction des garanties fournies, l'entreprise, elle donne plus d'importance à la garantie, optera pour un autre fournisseur que celui qui était cité. Cette procédure peut être utilisée pour tous les achats de l'entreprise. C'est une question. Bien sûr que non. En cas d'achat régulier, évidemment, on ne va pas se mettre à chercher comme ça pour perdre du temps et de l'argent. On va recourir à un autre fichier. Donc, consultation du fichier produit d'abord et ensuite fichier fournisseur avant l'émission de la commande. Dans la séance prochaine, on va poursuivre évidemment cette leçon et on va étayer plus la production et le processus de production. Donc, dans l'espoir, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien suivi cette leçon, que vous allez avoir la curiosité de contacter le site internet pour les exercices, pour mieux justement vous imprégner de toutes les notions qu'on vient de citer. Eh bien, je me ferai plaisir de vous voir dans la séance prochaine. Au revoir et à bientôt.